Moi, je connaissais même pas Inoxtag. Moi, il m'a choqué par... franchement, il m'a vraiment choqué sur son évolution et son application. Là, si je fais de la merde, je meurs, quoi. Enfin, je me tue vraiment. Et voire même, je tue le gars qui est avec moi. À la base, moi, je voulais pas forcément faire l'Everest. Enfin, c'était pas le projet qui m'emballait le plus de faire l'Everest. Le plus dangereux et le plus exposé, c'est ce qu'on a fait dans les Alpes. De faire le Cervin, c'est 10 fois plus dangereux que de faire l'Everest, largement. Comment j'ai rencontré Inox? Ça s'est fait via un ami qu'on a en commun, qui s'appelle Nico Mathieu, qui est un youtubeur aussi, qui fait beaucoup d'aventures, un peu style à la Mycorn. Enfin, c'est un explorateur à la base qui faisait de l'urbex. Nico Mathieu, il a demandé à Inox avec qui il faisait son projet Everest, parce qu'il venait juste d'avant de lancer le projet Everest. Et il avait attaqué avec une autre équipe, des gars que je connais pas, et il lui a dit, bah, tu devrais contacter Mathis Dumas, je le connais bien, il est chaud, ça peut être un bon gars et tout. Nico Mathieu, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je sais pas si t'as entendu parler du projet Inoxtag et tout. Moi, je connaissais même pas Inoxtag. Et au moment où je l'avais au téléphone, je regardais sur Google en même temps, je dis bah, Inoxtag, Everest, et là je vois, ah ouais, j'ai vu passer son teaser, j'ai dû le pas voir passer dans mon feed ou quoi. Et il me dit, bah peut-être qu'il va t'appeler si t'es intéressé et tout, pour voir. Moi, de base, le projet Everest, ça me bottait pas plus que ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui me bottait plus que ça, parce qu'il y avait vraiment toute cette polémique autour de l'Everest, autour de la pollution, autour de... C'est un sommet de consommation, tu vois. Et du coup, moi, de base, c'était pas quelque chose tu vois, qui m'emballait. Je me suis dit, ouais, c'est juste un gars, un de plus qui veut aller à l'Everest. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé, mais je me suis dit, bon, écoute, on va prendre l'info et on verra, tu vois. Et du coup, au final, Inox m'a appelé dans les 10 minutes qui ont suivi. Il m'a dit, ouais, salut, c'est Inox et tout. Si t'es chaud, on se croise à Paris, à l'occasion et tout. Ce serait cool de te rencontrer. Moi, je dis, bah vas-y, ok. Donc, je rentre un peu en contact avec ses équipes, je me renseigne un peu du gars, un peu de son projet. Et puis, du coup, on passe une journée à Paris ensemble. Et au final, au final, j'ai capté que lui, il y avait l'Everest un peu en ligne de mire et en objectif final, mais il avait vraiment cette envie de découvrir la montagne et de faire plein d'aventures, quoi. Et c'était pas juste l'Everest, je fais la croix de l'Everest et après c'est fini, quoi. Et au début, je me suis même pas engagé sur l'Everest. Au début, je lui ai dit, bah, moi, je fais juste la partie dans les Alpes, et si tu veux, je t'emmène faire une expédition au Népal à l'automne. Mais pour le moment, l'Everest, on verra, tu vois. Et parce que, tu vois, je le connaissais pas assez. Mais sa démarche a été réfléchie. J'ai vu que le gars, il était posé, il était bien motivé. Je me suis dit, bah ouais, si tu veux découvrir la montagne, il n'y a pas de problème. On va faire des trucs de fou dans les Alpes. Parce qu'au début, tu vois, il était parti dans une idée de faire... il voulait faire plein de sommets, bouger sur des continents, aller faire des choses, tu vois, assez loin. Je lui dis, non, mais avant de bouger, de partir n'importe où, on va rester déjà dans les Alpes. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de sommets hyper cool. Et tu vas voir, on va kiffer, il y a plein de trucs à faire. Donc déjà, on va faire un premier bloc dans les Alpes, où tu vas apprendre toutes les techniques de base. Et tu vois, il avait vraiment cette envie aussi d'apprendre. Tu vois, il voulait vraiment découvrir, apprendre par lui-même, être autonome. Tu vois, il voulait pas être le gars que t'emmènes qui sait rien faire, tu vois. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, bah ok, le gars, il a compris la démarche. Et moi, dans mon but à moi, mon challenge, entre guillemets, c'était de le faire aimer la montagne, de lui faire découvrir des choses qu'il aurait jamais pensé que ça existe, tu vois. Tu vois, comme l'escalade, par exemple, c'est quelque chose, je lui ai dit dès le début, je lui ai dit, bah si tu veux faire l'Everest, l'escalade, ça sert à rien, parce que c'est que de la marche. Donc t'as pas besoin de faire d'escalade. Mais par contre, dans les Alpes, il y a des sommets qui sont hyper cool à faire, et tu as besoin de savoir faire un peu d'escalade, d'être habile un peu de ton corps. Et en fait, il a adoré l'escalade. Il m'a dit, mais j'aime trop la sensation de toucher le rocher, d'avoir tu vois, cette sensation d'escalade, il a adoré ça. Donc on a fait tout ce bloc-là dans les Alpes, et après là on a fait... et du coup là on allait faire un sommet à 6800 mètres au Népal, cet automne. On a fait 2 sommets à 6000. Donc c'était pour lui avoir une approche de ce que c'est l'alpinisme en Himalaya, qui est complètement différent de ce qu'on fait dans les Alpes, et aussi de la très haute altitude, qui est quelque chose, en fait, tant que tu n'y es pas confronté, tu sais pas comment ton corps il va réagir. Donc il y a des gens qui, en fait, qui réagissent très mal à l'altitude, et au début c'est quelque chose qui le stressait, parce que je lui dis, mec, quand t'annonces que tu vas faire l'Everest, enfin, surtout qu'il a une portée qui est énorme, tu sais même pas si tu es capable de grimper le Mont Blanc. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est physiologique, c'est-à-dire que si tu supportes pas l'altitude, et il y a des gens que ça arrive, moi j'ai des clients qui ont jamais réussi, des mecs très en forme et tout, mais ton corps, si tu supportes pas l'altitude, tu vois, il y a quelque chose un peu de physiologique que tu maîtrises pas, c'est un peu inné, tu vois. Et il y a des gars, bah, dépasser, je sais pas, 4000 mètres, dépasser 4000 mètres, ils sont malades. Ils sont malades et tu peux rien faire, quoi. Les mecs sont pas bien et c'est comme s'ils étaient bourrés un peu, tu vois. Ils titubent, ils vomissent, ils ont mal à la tête. Et tout le monde a un peu une limite d'altitude comme ça, tu vois. Et du coup, bah, je lui dis, ouais, t'as annoncé l'Everest, mais tu sais même pas si à 4000, t'es pas malade, tu vois. Alors que l'Everest, c'est très très haut. Donc voilà, du coup, donc, dans les Alpes, c'est très bien passé. On a fait le Mont Blanc, le Cervin, voilà, des sommets qui sont à 4000, 4008, presque 5000 mètres, c'est plutôt bien passé.
Et derrière, bah, je lui dis, maintenant, il faut qu'on aille voir plus loin. Et là, dans ce cas-là, on est obligé de s'exporter parce que dans les Alpes, on n'a pas plus haut que le Mont Blanc. Enfin, il y a l'Elbrus, mais c'est en Russie, et du coup, là, c'est mort. Et donc là, du coup, on a fait une expédition, voilà, pour lui qui se rende compte ce que c'était l'alpinisme en Himalaya, donc des choses qui sont moins techniques, où tu utilises les Sherpas, où tu utilises les cordes fixes, et de voir comment son corps réagissait aussi à plus de 6000, 6500 mètres. Et ça s'est très bien passé, donc c'est plutôt bon signe pour lui pour faire l'Everest. Ouais. Moi, mon but, c'est juste de l'emmener en sécurité, et je suis pas là pour faire du buzz ou chercher à être plus connu que ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi de l'emmener en sécurité, de le ramener et de lui faire kiffer la montagne. Et comme je disais, à la base, moi, je voulais pas forcément faire l'Everest. Enfin, c'était pas le projet qui m'emballait le plus de faire l'Everest. C'était vraiment de lui faire découvrir la montagne. Et au final, bah, vu que ça s'est super bien passé, voilà, on fait le projet jusqu'au bout et je suis trop content de faire ça avec lui et d'aller à l'Everest au moins une fois dans ma vie, c'est vraiment top. On faisait en gros une session par mois de 1 semaine, 10 jours. On faisait un programme, tu vois, en fonction du mois, ça se dépend vraiment des conditions de la montagne, tu vois. Donc lui, il avait vraiment cet objectif de faire le Mont Blanc, et après il m'a dit en gros c'est carte blanche le reste. Donc moi à chaque fois je faisais un programme, tu vois, sur 1 semaine pour lui faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire qu'on faisait un peu un pic, on faisait un premier jour un peu de remise en forme, un peu de reprise. Après on allait faire une sommet sur 2, 3 jours. Après on faisait un jour de repos, puis après on refaisait une dernière mission, comme ça il rentrait à Paris, il était cuit quoi. Et puis après il revenait la coup d'après en forme. Donc un peu en fonction tu vois, du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, on a fait à chaque fois des choses différentes en fonction de la saison. Tu vois, au mois de mai, juin il y a plus de neige, donc tu fais des courses plutôt en neige. Après l'été quand il fait chaud il y a moins de neige, donc c'est plutôt des courses de rochers. Donc on a adapté, on va dire, le programme vraiment aux conditions, ce qu'on fait tout le temps. Mais lui, moi, il m'a choqué franchement, il m'a vraiment choqué sur son évolution et son implication, quoi. Il a été vraiment exponentiel, quoi. C'est-à-dire que il est vraiment fort, il intègre hyper vite, tu vois, tout ce que tu lui dis. Il comprend tout de suite, tu vois. Tu lui dis, bah là, on va mettre la corde parce qu'il y a un glacier, donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde de la distance. Il comprend tout de suite. T'as pas besoin de lui réexpliquer les choses tous les nœuds, enfin, il intègre hyper vite, tu vois. C'est quelqu'un qui est très très intelligent. Il n'est pas là où il en est aujourd'hui par hasard, tu vois. C'est pas un mec qui a pété sur les réseaux, enfin sur YouTube par hasard. Il est vraiment très très fort, très impliqué et il se donne vraiment les moyens. Et ça, moi, ça m'a vraiment choqué parce qu'au final, on est allé au-delà de ce que j'aurais pensé faire avec lui, tu vois. Physiquement, il est quand même fort. Il a vraiment en fait, il a un mental qui est incroyable. Il a un mental il arrive à se faire mal, tu vois, vraiment à se rentrer dedans et à se faire mal, à rien lâcher, quoi. Esprit shonen de fou. Ouais, ouais. Ah non, franchement, non, il est vraiment impressionnant. Et tu vois, il a ce truc qui fait que plus les gens lui disent tu vas pas y arriver, plus ça le galvanise et plus il se tue pour y arriver, tu vois. Et moi, du coup, il faut que je fasse attention à ça aussi parce que en montagne, ce que je lui disais, le sommet, c'est que la moitié de la course. C'est-à-dire que l'alpinisme, c'est quasiment le seul sport où à la moitié, tu te félicites. Ah, bravo, super, t'as fait le sommet. Et en fait, mais c'est juste la moitié, tu vois ce que je veux dire. Et la descente, souvent, c'est aussi dur, voire plus dur, pour certaines fois, parce que la fatigue accumulée, parce que tout ça. Et vu qu'il a cette capacité à se tuer, à se rentrer dedans, je dis, il faut pas que tu arrives au sommet à plat, parce que je dis, le sommet, c'est que la moitié, quoi. Tu restes toute la partie descente. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à gérer un peu avec lui, parce qu'il est vraiment, il arrive vraiment à repousser ses limites, voire un peu trop. Et du coup, des fois, je réussis à le freiner un peu, pour qu'il garde un peu de marge, parce que, bah, tu vois, là, quand tu es en Himalaya, il n'y a pas de secours, il n'y a personne qui peut t'aider, parce que tout le monde est au taquet. Donc c'est hyper important de garder de la marge de sécurité physique, en tout cas. En fait, nous, bah, il y a pas vraiment de méthode de concentration, je dirais. C'est surtout des moments. En fait, t'as pas le choix parce que déjà, t'as ta peur. Tu vois, il y a la peur interne de dire là, si je fais de la merde, je meurs, quoi. Enfin, je me tue vraiment. Et voire même, je tue le gars qui est avec moi, quoi. Et c'est ce que je disais à Inès. Je disais, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'être focus à 200% tout le temps. Il y a des moments où on peut relâcher. Tu peux, voilà, juste marcher. Tu fais pas trop attention. Mais il y a des moments où, quand je vais te dire qu'il faut faire attention, c'est vraiment, il faudra être à 200%. Tu es vraiment focus sur ce que tu fais, là où tu mets tes pieds, tes mains. Parce qu'en fait, ou parce que l'assurage est délicat, c'est-à-dire que si vraiment il tombe, bah, pour moi c'est pas facile de le retenir vraiment, tu vois. Quand on marche par exemple sur une arête de neige, bah tu vois, il n'y a rien pour nous accrocher à la paroi, tu vois, il n'y a pas de paroi, il n'y a rien, donc en fait moi je le retiens juste à ce qu'on appelle en laisse, donc je le tiens avec la corde, mais en fait moi je pars à un déséquilibre, donc c'est le moment où il va commencer à tomber. Une fois qu'il est tombé, c'est déjà fini en fait, je peux plus le retenir, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a le poids, la force que ça va générer, c'est trop, et du coup tu peux pas le retenir. Et en fait, vu que moi je suis accroché à lui, bah en fait on meurt tous les deux. Donc tu vois, je lui dis, bah là, il faut vraiment se concentrer. Tu as le niveau de le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je pars en déséquilibre, donc moi, je suis concentré, je regarde que ses pieds. Et si je vois qu'il y a un de ses pieds qui commence à s'accrocher ou que ça commence à bégayer,
boum, je le retiens, et avant qu'il tombe, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est des moments-là où il faut être très focus, mais on peut pas être focus comme ça pendant, tu vois, les courses, des fois, c'est 8 heures, 10 heures, donc il y a des moments donnés où en fait, on se dit, bah là, même s'il tombe, il ira nulle part, tu vois, parce que c'est plat, ou parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'enjeu, tu vois. Donc, tu marches tranquille, et puis à des moments donnés, boum, c'est plus... parce que l'assurance est moins facile. Et ce qui est paradoxal en alpinisme, c'est que souvent, ce qui est facile est plus difficile à assurer que les parois qui sont dures, tu vois. C'est-à-dire que si c'est très dur en escalade ou du rocher, tu vois, vraiment vertical, eh ben, tu peux toujours t'assurer sur le rocher. Tu peux mettre des coinceurs, tu peux mettre des pitons, il y a des points d'ancrage. Et du coup, tu es toujours relié au rocher. Et le rocher, tu vois, c'est quand même quelque chose qui... Tu peux pas arracher comme ça, tu vois. Donc même si tu tombes, tu peux tomber, te faire mal, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu vas pas tomber en bas de la montagne, tu vas pas faire 600 mètres de chute, tu vois. Alors qu'une pauvre pente de neige de merde, si tu glisses, bah aussi bien tu t'arrêtes jamais et tu tombes sur 400 mètres. Alors que, tu vois, c'est quelque chose de débonnaire, qui va être plus facile, entre guillemets, mais qui, au final, est presque plus dangereux, ou enfin, plus exposé, quoi, quelque part. La concentration, ce que moi je disais avec... on en parlait beaucoup avec Inox, il y a toujours cet effet dans la société des notifications, tu vois, de ton téléphone, de ta montre. Toutes les 5-10 minutes, tu as une notification, tu vois. Et en fait, ça te déconnecte du moment présent. Et du coup, moi, je dis, faut être dans le moment présent, t'oublies le téléphone. Et moi, c'est ce que je fais quand je suis en montagne, je coupe le téléphone. Je le garde juste, tu vois, en cas de secours. Parce que sinon, tu marches sur l'arête. Par exemple, moi, je suis en train d'assurer mon client. Et tiens, ça vibre dans ma poche, par exemple. Et je me dis, ah putain, ça doit être mon client pour demain. Je lui avais dit que je le rappellerai, tu vois. Et du coup, hop, tu t'es plus dans le moment présent et tu penses à déjà demain. Ou tu penses après, ah putain, c'est peut-être l'expé du mois prochain, il faut que je rappelle l'agence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu es toujours déconnecté de la réalité. Et en fait, on se rend compte que tu es toujours... en fait, tu vis même plus le moment présent. Parce que tu es toujours dans les notifications de ah putain, Instagram, ah, un mail, ah, un truc. Et tu kiffes plus le moment présent alors que tu es dans un endroit de fou et tu profites plus, quoi. Et ça, moi, c'est vraiment, tu vois, le fait de se concentrer sur... de réussir à se concentrer, c'est ça aussi, tu vois. Réussir à se couper du monde dans lequel tu es. Il y a une part d'engagement, tu vois, que Inès, il a accepté de prendre. C'est-à-dire qu'on est liés tous les deux à quelque chose de fort, on est liés par la corde. Même si moi, je suis responsable de sa vie et de ma vie, lui, il est aussi partie prenante de l'ascension, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, et il est aussi responsable, tu vois, parce qu'il y a certains moments, certaines situations où moi je peux pas assurer tout le temps à 100%, puis lui il peut pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Donc, par contre, on est vraiment une équipe, c'est-à-dire que si, même moi ça peut m'arriver, hein, je suis pas un robot, tu vois, je peux être défaillant, je peux ne pas être bien, tu peux être malade, tu vois ce que je veux dire, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des jours où tu viens au bureau, t'es pas bien, t'es malade, bon bah tu vas être moins productif que le jour où tu pètes la forme, tu vois. Du coup on est une équipe, et si moi ça marche pas pour moi, bah voilà, je vais lui dire, écoute aujourd'hui je me sens pas bien, et on fait pas, ou on fait autre chose, on fait un plan B, tu vois. T'es solitaire parce que t'es souvent tout seul à marcher dans l'effort, mais t'es quand même cet esprit d'équipe de cordée, ce qu'on appelle l'esprit de cordée, qui fait que bah, tu es obligé de t'adapter au gars qui est derrière toi, qui est moins fort. Enfin, souvent, on s'adapte au plus faible, donc celui qui est le moins bien, parce que, bah, voilà, comme je t'ai dit, faut redescendre, il y a toute cette partie d'engagement qui fait qu'on peut pas te... C'est le seul sport, pour moi, et que je trouvais que, tu vois, que mentalement, c'est hyper fort, où tu peux pas t'arrêter quand tu veux. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais un marathon, si à 20 bornes, tu veux t'arrêter, et que tu te mets sur le bord du truc, tu t'arrêtes au bord de la route, c'est fini, tu prends un taxi, tu rentres chez toi. Là, tu es au milieu de la montagne, même si t'en as marre, même si t'en peux plus, même si t'es cuit, même si tout ce que tu veux, tu peux t'arrêter, mais il n'y a personne qui va venir te chercher. Et tant que tu marcheras pas encore les 3 heures qui te restent, t'es face à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Et mentalement, de se dire ça et de savoir que bah, t'as pas le choix, il n'y a que toi, et tu peux compter que sur toi, quasiment, bah... Bon, après, si t'as un accident, c'est différent, mais en tout cas, d'un point de vue physique, quand t'en as marre, que t'as envie d'entrer chez toi, que t'en as plein ton cul et que t'es fatigué, tout ce que tu veux, tu peux pas dire, ah, bah tiens, j'arrête ma séance pour aujourd'hui, au lieu de faire 2 heures, je vais faire qu'1 heure, tu vois. Là, c'est... Non, une fois que t'es parti, faut... Si t'as monté 2 heures, faut que tu redescendes 2 heures, quoi, t'as pas le choix. Bah, du coup, l'Everest, ça se fait... en gros, il y a que 2 périodes où tu peux faire l'Everest, c'est à l'automne et au printemps. L'automne, maintenant, on va dire, avec le dérèglement climatique, c'est de plus en plus compliqué, il y a énormément de neige, donc il y a des gros risques d'avalanche. Donc l'automne, ça marche pas trop. Et on va y aller de début mi-avril à fin mai. La très haute altitude et l'Everest, notamment, c'est vraiment quelque chose de... Ça sert à rien d'être ultra athlétique, c'est vraiment quelque chose où il faut être résistant. C'est-à-dire qu'il faut être robuste, en fait. C'est parce que tu dors mal, tu dors en tente, il fait froid tout le temps, tu t'alimentes pas comme tu veux, et l'expédition c'est long, tu vois, c'est un mois et demi, où tu es dans l'inconfort, et en fait il faut être résistant, tu vois, robuste un peu à, si tu as un virus, au froid, à tout ça, tu vois, pour réussir à aller au sommet, en fait. C'est pas quelque chose où tu y vas en mode en course à pied, quoi, en courant. Si t'es trop affûté, si t'es trop athlétique, et ben au final, tu vois, la première bactérie que tu vas croiser, un peu avec la fatigue, le fait de mal manger, mal dormir,
elle va te sécher, et au final, c'est fini, ton expédition, elle est morte. Après, il faut y aller avec un peu de gras, tu vois, vraiment pour être costaud, et vraiment reposer, tu vois. Là, ça va être le plus dur pour Inès, ça va être d'arriver là-bas sans être trop stressé, sans avoir trop travaillé avant, parce que tu vois, il a plein de live à faire, plein d'OP et tout. Et du coup, ça va être le plus dur pour lui. Il faut arriver, il faut être frais, quoi. Faut mentalement, tu vois, même mentalement, faut être bien pour être prêt à se taper dedans, quoi. En fait, le but aussi de ce projet-là, c'était pour lui, c'était de se couper un peu de son monde fast life et de réussir à se focaliser sur quelque chose de plus gros, tu vois. Au final, il a réussi parce que, bon, tu vois, il a des équipes qui bossent avec lui, donc il arrive à délester un peu le boulot, mais il se mettait la pression, tu vois. C'est quand même... parce que ça coûte cher, les expéditions, donc il y a du financement à trouver, donc il se met un peu la pression avec ça le stresse. Et après, toute la partie, on va dire, image sur le terrain, il y a toujours des choses, tu vois, en montagne, tu fais pas ce que tu veux, tu vois. Tu t'imagines toujours, on va faire tel plan de drone, ou tel plan de... telle séquence et tout, mais au final, t'es mort, il fait froid, tout le monde se gèle, et tu peux pas faire les séquences que tu veux. Et ça, il l'a bien compris, tu vois. Et tu dis, bah, en fait, au final, tu fais ce que tu peux, tu vois. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Et tout le monde donne de son maximum, que ce soit les cadreurs, les équipes avec qui on bosse, ou nous. On est tous à fond, mais tu fais pas tout ce que tu veux. Et au final, ça, il l'a compris. Et maintenant, je pense qu'il est assez déstressé avec ça. Et en vrai, il scénarise quasiment rien, tu vois. Il n'y a pas de scénarisation, il dit pas, ah, tiens, on va la refaire ou quoi. Et j'avais bossé avec d'autres gars ou d'autres prods où, tu vois, les gars, c'était vraiment des acteurs, tu vois, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est des gars marrants de la vie de tous les jours. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pour la prise, ils font la blague, ils vont la refaire plusieurs fois et tout. Lui, c'est vraiment de l'instantané, et c'est ça qui est pas facile aussi, c'est que faut réussir à tout le temps filmer avec lui. C'est-à-dire que il peut te sortir une dinguerie à tout moment, tu vois. Bah, il faut toujours filmer, mais en même temps, c'est pas facile parce qu'on grimpe, on est en mouvement. Le caméraman, des fois, il est obligé de ranger sa caméra dans le sac, donc il faut qu'il la ressorte dès qu'il peut. Enfin, tu vois, et puis il faut filmer, donc ça veut dire qu'il faut gérer les batteries, le froid, enfin, tu vois, c'est quand même une galère. Vu que lui, il fait tout en instantané, il faut vraiment avoir une cam sur sa gueule tout le temps, tu vois. Et du coup, on essaie de faire pas mal à la GoPro, pas mal au boîtier, mais vu qu'on va avoir un docu quand même qui est bien quali, on est obligé de filmer beaucoup. Donc on filme beaucoup en fait, on filme tout le temps. La réalité aussi, c'est qu'en montagne, bah, on peut pas trop parler, parce que ou t'es fatigué et c'est compliqué de parler, ouais, tu respires quoi, t'es obligé de respirer, surtout en altitude, tu peux pas parler. Et souvent en fait, on est assez loin en fait, c'est rare qu'on soit très proche. Donc en fait, t'es assez loin, du coup, les seuls moments où tu te parles, c'est juste pour des questions de sécurité, ou de dire ok, tu peux y aller, ou attention à là, ou... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, vu que la corde, elle nous relie, plus tu as une corde qui est longue, entre guillemets, enfin ça dépend des situations, mais plus tu peux avoir des points d'ancrage ou des choses qui t'assurent. Et du coup, bah, ça fait que souvent tu es assez loin, même si c'est 5, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, et ben avec du vent et tout, tu t'entends pas, quoi. Donc c'est moi qui gère aussi la partie prod, parce que du coup, vu que j'ai cette composante aussi photo, vidéo, c'est moi qui embauche enfin, on va dire, des prestataires, des gars qui sont en fait qui sont habiles à faire de la montagne et aussi à cadrer. Expédition, là on a embauché un Népalais, un Sherpa qui faisait de l'image. Et on avait aussi un gars de l'équipe d'Inox qui bosse sur le docu, qui lui faisait toute la partie lifestyle. Et j'avais pris un autre gars de mon équipe, du coup Jordan, qui lui est habitué aussi à faire de l'image en montagne. Et lui, du coup, il était là en doublon, au cas où que le Sherpa ou que le gars de la boîte de prod de Inès soit pas bien, tu vois, donc lui doublait un peu les shots en lifestyle. Et il était là aussi, tu vois, quand on était sur la montagne, lui, il a fait tous les drone shots quand on était sur les sommets à 6000. Et le Sherpa, lui, il était avec nous, il faisait toute la partie cam. Et ça marche pas mal, parce qu'au final, tu peux pas avoir une plus grosse prod, enfin une trop grosse prod, parce qu'en fait, déjà, tu décuples les coûts par 10 000. Des gars qui ont les capacités de faire ça, il n'y en a pas non plus énormément. Et puis là, ça suffit au final de faire comme ça. Le plus dangereux et le plus exposé, c'est ce qu'on a fait dans les Alpes. De faire le Cervin, c'est 10 fois plus dangereux que de faire l'Everest, largement. On va dire, sur le côté risque de l'Everest, c'est déjà nous alors c'est pas encore défini à 100%, mais a priori on va passer par le côté chinois, qui était fermé pendant 4 ans, parce qu'en fait qui est beaucoup moins risqué que le côté népalais. En fait le côté népalais, il y a une partie qui s'appelle l'Icefall, qui est un glacier que tu es obligé de traverser, et du coup tu passes sous des tours de glace, sous des séracs, et ça c'est vraiment un risque qui est aléatoire, c'est-à-dire que c'est bien, ça peut se péter sur ta gueule à tout moment, tu vois. Et ça, moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose que j'ai envie, ni pour lui, ni pour moi. Et le côté chinois, en fait, c'est beaucoup plus sec. C'est-à-dire que la barrière de l'Himalaya, ça fait vraiment une barrière. Du coup, les nuages s'arrêtent et il y a moins de précipitations de l'autre côté. Donc, tu as moins de glaciers, tu as moins de neige, donc tu as moins de risque d'avalanche, moins de risque de sérac, et il y a moins de monde. Alors que tu vois, les principaux dangers sur l'Everest, c'est le monde. Tu peux avoir des embouteillages. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de monde, contrairement à ce que tu imagines. Il n'y a pas des milliers de personnes. C'est juste que le moment pour aller au sommet, c'est genre, des fois, ça peut être 2 jours dans l'année où c'est bien pour aller au sommet. Et du coup, tout le monde y va en même temps, tu vois. C'est comme le matin, le périph'
À Paris, tout le monde va au travail en même temps, tu vois. Donc ça fait des bouchons. Et c'est pareil, du coup, les images qu'on voit, on se dit, ah, il y a énormément de monde, mais en fait, non, c'est juste qu'il y a du monde qui va en même temps, au même moment. Et du coup, nous, l'idée serait sûrement de passer par le côté chinois, parce que moins de monde et moins dangereux. En fait, il n'y a quasiment aucun risque objectif. Et même, tu vois, par exemple, là, les sommets qu'on a fait cet automne, il y a une corde fixe tout le long, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu as des cordes sur lesquelles. Donc, ça ressemble un peu à une via ferrata. Donc, tu n'as aucun moyen de tomber, si tu veux, de la montagne. C'est-à-dire que tu es accroché tout le temps à la corde. Alors que nous, ce qu'on fait dans les Alpes, on est liés que tous les deux, et c'est moi qui l'assure, tu vois. Que là, tu as cette corde fixe, c'est comme une via ferrata, tu te clips dessus, et du coup, elle t'assure ta sécurité jusqu'en haut. Et ce qui est dangereux sur l'Everest, voilà, c'est surtout l'icefall, où tu as des risques en fait aléatoires de chute de glace. Tu peux être un Sherpa qui a fait 20 fois l'Everest, ou le mec, c'est la première fois de ta vie que tu vas sur la montagne. Tu as le même risque de te prendre la glace sur la gueule et de mourir. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient pas du tout expérimentés qui allaient à l'Everest, parce que ça coûte très cher. Et du coup, vu que ça coûte très cher, souvent c'est des gens qui sont des businessmen, qui font beaucoup d'argent, qui travaillent énormément, et du coup ils n'ont pas le temps de pratiquer de la montagne. Ils disent bah, tiens, je vais faire l'Everest parce que c'est cool, et qu'ils disent ah, tiens, c'est le plus haut sommet du monde. Mais ils n'ont pas de connaissance de la montagne, tu vois, ils savent pas analyser les risques, et du coup, bah, ils vont peut-être se rester à des endroits où c'est hyper dangereux, et alors qu'il fallait pas rester, tu vois. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'accidents comme ça, du fait que bah, moi, tu vois, si je suis avec Inox, je vois qu'il y a une tour de glace qui est comme ça au-dessus de nous, il dit non, là, il va falloir être focus, on va bombarder, tu vois. Alors que 10 mètres plus loin, ça craint plus rien, tu vois. Donc il y a déjà cette analyse-là qui fait qu'on pourrait passer par l'icefall en limitant déjà grandement le risque. Mais moi, mon but, c'est vraiment de prendre zéro risque, bah, déjà avec lui, enfin pour lui et pour moi aussi, parce qu'il y a quand même ma vie aussi qui est en jeu. Même si on part longtemps, déjà le temps d'action, il est très court, tu vois, on part un mois et demi, on va peut-être grimper que 4 jours sur un mois et demi, donc tout le reste, c'est que du trek, de la rando, donc là, on craint rien. Et sur la montagne, il y a cette corde fixe qui nous lie à la montagne tout le long, et on a des bouteilles d'oxygène, à partir de 7000 mètres, on met des bouteilles d'oxygène, qui fait qu'en fait, avec l'oxygène, en fait, ça te redescend quasiment de 2000 mètres plus bas. Donc en fait, tu montes à 7000 mètres, ça te redescend à 5000, et après quand tu arrives au sommet de l'Everest, tu vas à 6008 à peu près, donc tu reviens à peu près à 7000 mètres, en termes d'effort ressenti. Donc une fois que on va dire que tu as réussi à monter à 6000, 6008, 7000, sans oxygène, comme on a fait cet automne, bah, ça veut dire que tu es bien pour faire l'Everest, tu vois. Et après, le seul risque qu'il y a éventuellement, c'est via l'altitude. Si tu as des problèmes avec les bouteilles d'oxygène, ou si tu es malade, que tu supportes pas l'altitude. Mais vu qu'on a des Sherpas avec nous, on a des bouteilles d'oxygène en rab, du coup, si ça va vraiment pas, bah boum, t'augmentes le débit de la bouteille d'oxygène, tu peux redescendre hyper bas. Tu vois, si tu mets le débit à bloc, ça fait que du coup, bah, tu redescends hyper bas. Le temps que tu descendes de la montagne, et hop, ça va mieux et terminé, tu vois. Donc non, en soi, il n'y a pas de risque, enfin, il y a très peu de risques, quoi. On va limiter. Après, le problème de ces montagnes, et le problème même de la montagne en général, c'est qu'on parle tout le temps quand il y a des accidents, tu vois. Souvent, il y a des strikes, où il y a des gros accidents et des gros cartons, et on parle beaucoup de ces accidents-là, et du coup, les gens, ils sont toujours apeurés, tu vois, de ce qui est normal, hein, quand tu entends que les accidents, que les côtés négatifs, alors que sur 800 personnes par an, bah, il y en a un ou deux qui meurent. Bon, bah, c'est comme tous les jours, combien de gens prennent la voiture et combien il y en a qui se tuent tous les jours, tu vois, c'est le même principe, et on parle pas tous les jours des accidents de voiture non plus, tu vois. Et c'est marrant parce que les gens, ils réagissent différemment, tu vois, les clients. Moi, j'ai des clients qui sont en mode, ils vont au Mont Blanc, ils pensent qu'ils vont mourir, tu vois. Ils se sont dit, en mode, bon, c'est bon, j'ai fait mon testament, je suis prêt à mourir s'il faut, tu vois. Alors que tu dis, non, mais là, mec, on va pas mourir, parce que moi, j'ai pas envie de mourir non plus, quoi. S'il faut rassurer les followers et les fans de Inoxtag, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Enfin, du moins, j'espère.